Vous écoutez l'épisode 8 du podcast Orange Aventure. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast Orange Aventure. Ici, à chaque épisode, je vous propose des méthodes, des astuces et je vous partage des réflexions pour que vous puissiez organiser et vivre vos aventures, que ce soit en voyage ou proche de chez vous. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode du podcast Orange Aventure. Et aujourd'hui, on va parler des vols internationaux, des moyens de se rendre sur place pour débuter votre aventure, pour débuter votre voyage. Le vol, souvent, c'est vu comme une simple formalité avant votre aventure, alors qu'en fait, c'est complètement le début de votre aventure. Pourquoi ? Parce que ça peut vous mettre dans de mauvaises dispositions, ça peut créer de la fatigue, notamment avec le décalage horaire, ça peut engendrer de la perte de bagages, ça peut impacter votre budget selon les imprévus. Donc considérez ça vraiment comme le début de votre aventure. Et aujourd'hui, on va tout décortiquer sur les différents types de billets d'avion, sur comment et où réserver, par quel intermédiaire et quoi choisir. Déjà, on va commencer par les différents types de billets d'avion. On va avoir une première grande catégorie, ça va être les billets d'avion plutôt classiques, il y en a 3. D'abord, il va y avoir l'aller-retour. L'aller-retour, c'est le plus courant et c'est souvent le moins cher au global. Vous avez un billet d'avion pour l'aller, donc du point A au point B, et un billet d'avion pour le retour du point B au point A, pour revenir exactement au même endroit. Ensuite, on a l'aller simple. C'est souvent utile pour un itinéraire sans retour fixe. Mais c'est souvent plus cher car les compagnies aériennes, elles vendent un seul billet au lieu de vous en vendre deux. Donc du coup, elles ont plus de frais, donc les billets sont plus chers. Et enfin, on trouve dans ces billets, on va dire classiques, un troisième type qui s'appelle l'open jaw. L'open jaw, c'est quoi ? C'est arriver dans une ville et faire un retour depuis une autre ville. Par exemple, vous partez de Paris pour aller jusqu'à Madrid, mais au retour, au lieu de faire Madrid-Paris, vous faites Barcelone-Paris. Et est à votre charge le transport entre Madrid et Barcelone qui peut être un road trip dans votre voyage, etc. Il existe d'autres types de billets. On va pouvoir retrouver ce qu'on appelle les billets multidestinations ou les billets triangles. Les billets triangles, c'est par exemple, vous allez partir d'un point A pour ensuite aller jusqu'à un point B, puis un point C, pour finalement revenir jusqu'au point A. Il va également exister les billets tour du monde qui sont proposés par des alliances de compagnies aériennes et donc souvent c'est un tarif bien moins cher que si vous achetiez tous les billets séparés pour un certain nombre de continents ou d'escales qui sont fixés. On trouve les premiers, je crois, aux alentours des 2100-2200 euros pour 6 destinations tout autour du monde pour un an. Donc ça peut être vraiment pratique si vous envisagez un tour du monde. Bon, et alors, en plus de ces différents types de billets, qu'est-ce qui va impacter le tarif et quelles sont les différentes classes de billets que vous allez pouvoir trouver ? Je ne vais pas rentrer dans toutes les classes premium, éco, affaires, business, parce que chaque compagnie aérienne a sa propre dénomination, a sa propre façon de fonctionner et ses propres tarifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs classes tarifaires et que le prix va grimper avec l'espace que vous allez avoir au niveau de votre place d'avion, mais également les services disponibles dans l'avion. Ça va pas être juste le confort, d'accord ? C'est vraiment quelque chose de global. Dans le cadre d'une aventure, se surclasser, prendre une classe premium ou affaires par exemple, peut être vraiment très intéressant si votre aventure débute tout juste après votre vol. Pourquoi ? Parce que vous allez arriver dans un état de fatigue bien moins élevé que si vous voyagez en éco. Ce qui va influer sur le tarif également, c'est le tarif remboursable ou non des billets d'avion. Et dans le même ordre d'idée, il y a le billet modifiable qui va forcément lui aussi être plus cher. En gros, la compagnie aérienne va vous proposer un tarif un petit peu plus élevé, mais pour que vous puissiez avoir plus de souplesse. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le type de billet va compter autant que le prix. Un aller-retour classique, c'est pas toujours le bon choix pour votre itinéraire. Bon, et bien maintenant que vous savez quel type de billet vous voulez et quelle classe vous voulez, il va falloir réserver ce billet et l'acheter. Et là, tout de suite, le réflexe, c'est de parler des comparateurs de prix. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu plus en détail des comparateurs de prix, ce qu'ils montrent et ce qu'ils cachent. Donc déjà, comment ils fonctionnent ces comparateurs de prix ? Ces comparateurs vont récolter les données des compagnies aériennes et des agences en ligne. Et ils vont trier le prix des billets par durée, par nombre d'escales, pour vous proposer un affichage. Mais comment ils gagnent de l'argent, ces comparateurs ? Ils vont gagner de l'argent grâce aux commissions par clic et par achat, un petit peu comme le principe d'un apporteur d'affaires.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur une offre, le comparateur va gagner peut-être 0,1 centime par clic ou 1 centime par clic. Mais à chaque fois que vous allez faire un achat et que vous allez aller jusqu'au bout de votre achat, le comparateur gagnera un petit peu plus. Mais ils ont également une deuxième façon de gagner de l'argent, c'est grâce aux compagnies. Les compagnies aériennes vont payer pour être mises en avant par le comparateur. Et ça veut surtout dire que la meilleure option qui est mise en avant par les comparateurs, c'est pas toujours la moins chère, puisque c'est souvent celle que les compagnies ont payée pour mettre en évidence. Donc vous l'avez compris, les comparateurs, ils ont tout intérêt à vous faire cliquer sur leurs offres. Et pour ça, ils vont pas toujours tout montrer, les détails et tous les problèmes qu'il peut y avoir sur ces vols. Déjà, certaines compagnies low cost sont absentes de certains comparateurs. C'est pas parce que vous utilisez un comparateur que ça va comparer toutes les compagnies aériennes. Ensuite, souvent le prix qui est affiché, il est souvent hors bagage en soute, hors bagage cabine parfois, hors sélection de sièges, hors toutes les assurances dont on a pu parler un petit peu précédemment. Donc il y a souvent des frais additionnels qui sont révélés seulement au moment du paiement. Donc attention à bien prendre ça en compte dans votre estimation budgétaire pour vos vacances, etc. Mais alors du coup, comment bien faire ces recherches pour utiliser un comparateur? Déjà, il faut croiser plusieurs comparateurs. On va pas utiliser seulement votre comparateur favori, mais on va en utiliser plusieurs. Je vous conseille d'en utiliser au minimum 2 à 3. Personnellement, j'utilise Google Flight, Skyscanner et Kayak, qui sont pour moi mes 3 comparateurs favoris. Maintenant, si je trouve pas mon bonheur, je vais peut-être aller voir d'autres comparateurs. Je vous conseille, quand vous faites toutes ces recherches de vol, de destination et de date, de vous mettre en navigation privée. Pourquoi ? Parce que plus vous allez rechercher la même recherche de façon répétée, plus les comparateurs vont vous augmenter les prix parce qu'ils vont voir que vous êtes vraiment intéressé par cette destination et donc les prix vont augmenter. Ça peut être léger, mais c'est toujours ça. Et ensuite, ce que je vous conseille également, c'est de jouer sur les dates. À moins que vous ayez des dates qui soient fixes du samedi au samedi, essayez de jouer sur les dates, plus ou moins 3 jours. Souvent, ça va changer le prix de façon non négligeable. Une autre astuce, si vous utilisez un comparateur de vol, c'est l'alerte de prix. Je vous conseille de définir une alerte de prix et grâce à ça, vous allez recevoir un mail dès que les tarifs descendent en dessous de ceux que vous avez fixés. Attention aussi à toujours vouloir attendre que les tarifs redescendent parce que c'est comme la bourse, ça monte et ça descend et c'est pas toujours prédictible. Parfois, on espère que ça descende et en fait, ça fait que monter. Donc attention à ça, dès que vous voyez un tarif qui vous convient, qui rentre dans votre budget, allez-y, c'est pas grave. Je vous ai dit que pour une même prestation, les prix vont fluctuer. Mais alors, quels sont les principaux facteurs de fluctuation sur un billet d'avion ? Déjà, vous allez avoir le délai de réservation. Les prix vont monter fortement à l'approche du départ, surtout pour les derniers jours. Attention, parfois il peut y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'un vol, une destination qui n'est pas bien rempli, les compagnies vont baisser les prix pour rendre ce vol attractif. Il va y avoir également le taux de remplissage. Plus l'avion va être rempli, plus les sièges restants vont devenir chers. Il va y avoir aussi la saisonnalité, c'est-à-dire que les tarifs vont exploser pendant les vacances scolaires et les week-ends. Et enfin, il va y avoir la concurrence. Il va y avoir un ajustement des prix qui va se faire selon les offres des compagnies rivales sur la même ligne. Bon, et pour réserver mon billet d'avion, est-ce que je suis obligé de passer par un comparateur ? Alors non, vous allez avoir 3 autres solutions qui vont s'offrir à vous. La première solution, ça va être l'agence de voyage généraliste. Elle, l'agence de voyage, elle vend des forfaits packagés, donc vol, plus hôtel, plus parfois les activités, ou des billets plutôt complexes. Comment elle va fonctionner ? Elle va se rémunérer via des commissions qui sont versées par les compagnies, les hôtels et les prestataires, parfois avec des frais de dossier fixes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les agences de voyage disposent d'une responsabilité civile et d'une garantie financière, ce qui veut dire que si vous prenez votre billet d'avion avec elles, elles deviennent responsables de votre rapatriement et elles deviennent responsables de la bonne exécution de ce que vous achetez avec elles. Ça peut être vraiment très utile et au final ça peut être aussi moins cher de passer par une agence de voyage si vous faites des voyages plutôt, on va dire, classiques. Leur commission est intégrée au prix qui est affiché et il y a souvent moins de contrôle sur le choix final, sur les escales, sur les prestations et sur ce que vous allez faire pendant ce voyage. J'ai bien dit moins souvent, on verra plus tard dans d'autres épisodes que c'est pas toujours le cas. Ensuite, vous pouvez faire appel à un travel planner. Le travel planner, c'est un conseiller en voyage, donc c'est ce que je fais
avec Orange Aventure qui va vous conseiller sur prendre tel ou tel billet. Donc en fait, ce travel planner, il va faire ses recherches de comparateurs, il va faire ses recherches de billets d'avion lui-même. Donc vous n'aurez pas à les faire. En revanche, ce sera à vous de réserver le billet par vos propres moyens, souvent avec le lien qu'il va vous fournir. L'avantage de passer par un travel planner, c'est que vous allez économiser du temps et de l'énergie puisque c'est lui qui va faire les recherches à votre place. Comment il se rémunère le travel planner? Il va se rémunérer le plus souvent par des honoraires de conception d'itinéraire, un forfait selon la durée du voyage. L'intérêt de passer par un travel planner, c'est que vous allez être un petit peu plus maître de votre voyage. Vous n'allez pas être conditionné par une agence de voyage, même si, encore une fois je le rappelle, c'est pas toujours le cas, mais vous allez être beaucoup plus libre de faire ce que vous voulez, car en fait le travel planner ne fait que vous conseiller. Il ne fait que faire les recherches à votre place. Et en aucun cas, il ne va réserver pour vous ou il ne va assumer la responsabilité de la prestation. Selon les destinations, les vols ou les prestations qui sont demandées, on peut être gagnant à prendre un travel planner ou une agence de voyage, ça va vraiment varier. Et enfin, la troisième option, bien sûr, c'est de le faire vous-même. Dans ce cas-là, vous avez un contrôle total sur chaque étape de votre recherche et de votre processus d'achat. Vous allez pouvoir supprimer toutes les commissions d'intermédiaire et toutes les honoraires. C'est globalement ce qui sera le plus économe pour vous. Mais attention, si vous n'êtes pas habitué à ça, ça peut prendre énormément de temps, énormément d'énergie, et il y a aussi un risque d'erreur s'il y a une mauvaise anticipation d'une escale, d'un document ou d'une contrainte. Donc ça y est, vous savez quel billet vous voulez et par quel moyen vous le procurez. Quels sont les risques maintenant que vous allez rencontrer durant ce vol? Alors je ne parle pas là des risques d'accident, mais je parle juste des risques concernant votre aventure. On va maintenant parler des escales. Les escales sont parfois obligatoires sur les longs voyages, parfois elles permettent de réduire le prix du billet. Donc souvent un vol direct c'est plus cher, mais vous avez zéro risque de correspondance ratée. Si votre vol a une escale, la marge de sécurité que je vous recommande, c'est 2 heures minimum en international. Si vous avez un changement de terminal à effectuer, essayez de viser plus. Concernant maintenant les escales longues. Donc une escale longue, c'est une escale où on pourrait se dire je peux sortir de l'aéroport pour potentiellement aller visiter un petit peu la ville dans laquelle je m'arrête. Il y a une réelle opportunité au-delà de 6-8 heures. Sinon, vous allez générer de la fatigue pure. Car dans les aéroports, on dort jamais très bien. Attention également lors des multi-escales. Il y a un risque de augmentation de la fatigue et on va multiplier le risque de mauvaise correspondance. On va également multiplier le risque de perte de bagages, puisqu'à chaque escale et à chaque changement d'avion, vos bagages doivent sortir, suivre tout le chemin à l'intérieur de l'aéroport pour re-rentrer dans un nouvel avion. Parlons maintenant des bagages et surtout dans le voyage d'aventure quand on a du matériel sportif. Alors, pour emporter en avion des bagages spécifiques, par exemple des skis, des planches de surf, des clubs de golf, ça va dépendre du sport, de la taille et du poids. Donc je ne peux pas vous faire une généralité ou alors je vais devoir vous expliquer chaque sport et chaque outil, mais vu que ça dépend des compagnies aériennes, ça va être un peu compliqué. Mais je prends l'exemple des planches de surf. Chez Air France, ils demandent que vous fassiez une demande environ 48 heures avant le vol pour pouvoir emporter votre planche si elle fait entre 1 mètre et 3 mètres. Un autre exemple, quand je suis parti en Islande avec des poulkas, donc ce sont des espèces de grosses luges qui font 1,60 m de long, il ne fallait pas que ces poulkas dépassent 23 kg, qui est le poids classique d'un bagage normal, mais par contre, vu que le format était hors gabarit, il fallait déposer les poulkas et les bagages à un autre endroit dans l'aéroport. Mais par contre, c'était le même prix, le supplément bagage, c'était le même prix qu'un bagage classique. Donc voilà, pensez bien à peser et à mesurer tous vos équipements sportifs avant de vous retrouver à l'aéroport. Et également, pensez bien à vous renseigner auprès de la compagnie aérienne si vous pouvez emporter ce matériel. En cas de perte des bagages maintenant, sachez que votre bagage est déclaré définitivement perdu après 21 jours. Dans le cas d'un retard de bagages, la compagnie aérienne peut vous rembourser l'achat de vêtements et de matériel de première nécessité. Si c'est une perte, elle peut vous rembourser jusqu'à 1 600 € sous présentation des factures de ce qu'il y avait dans vos bagages. Et attention, je ne parle là que de la compagnie aérienne, ça peut être différent si vous avez pris
le billet d'avion avec une carte bancaire ou avec une assurance voyage spécifique. Maintenant, regardez aussi du côté des horaires. Pourquoi ? Parce qu'un vol de nuit va vous économiser une nuit d'hôtel, mais le décalage horaire peut être plus dur à encaisser. Une arrivée d'un vol le matin peut vous bloquer toute une journée car vous arrivez complètement fatigué. Gardez en tête que parfois, à la fin, la fatigue coûte plus cher que l'argent économisé sur le billet. Bon, et est-ce que le vol, c'est la seule alternative possible pour se rendre en voyage et surtout en voyage d'aventure ? Il y a quelques alternatives terrestres et maritimes qui existent. En Europe, par exemple, on peut prendre des trains longue distance, des bus internationaux ou même des ferries. Ça vous permet de réduire votre empreinte carbone et d'avoir une expérience un peu plus intéressante du paysage. Le problème, c'est que vous allez augmenter le temps de trajet et que vous êtes cantonné à l'Europe. Vous pouvez également réduire la distance du trajet en avion. Par exemple, voler jusqu'à un hub logistique et de là prendre un train ou un bus pour la suite. Le trajet devient alors une partie de l'aventure et pas juste un passage obligé. Bon, alors si on récapitule ce qu'on a vu dans cet épisode. Déjà, il y a plusieurs types de billets. Ça va du billet aller simple, aller-retour, open jaw, multidestination, billet international. Et ça change la donne avant même de comparer les prix. Deuxièmement, un comparateur va vous donner un point de départ, mais pensez à bien regarder toutes les options. Troisièmement, que vous preniez une agence de voyage, un travel planner ou que vous fassiez vous-même les recherches, il n'y a pas de choix magique, chaque choix a ses inconvénients et ses avantages. Enfin, retenez aussi que les escales, les bagages et les horaires vont peser autant que le prix affiché et parfois c'est plus intéressant pour vous de faire un petit effort financier, vous allez gagner en confort. Alors je me demande si pour vous le choix du transport ça fait vraiment partie du voyage ou est-ce que c'est juste un moyen d'y arriver. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre moyen de transport favori pour vos aventures. Parce que chez Orange Aventure, on croit qu'un bon itinéraire commence avant même le décollage. On ne croit pas au voyage où le transport est juste subi entre deux points. On croit à des trajets pensés pour votre niveau de fatigue, votre matériel et votre rythme. Que vous partiez pour la première fois en solo ou que vous prépariez une expédition plus engagée, on est là pour vous aider à construire un itinéraire qui vous ressemble, transport compris. Je vous invite à partager cet épisode à quelqu'un qui prépare un voyage, un vol ou un grand déplacement en ce moment. Et je vous dis à dans 2 semaines pour l'épisode 9 du podcast Orange Aventure.